Oui, bonjour. Je vais donc vous parler de l'histoire du cheval, quelques réflexions, parce que le sujet est immense, hein. En quelques minutes, ça n'est pas possible, mais les idées les plus importantes. Alors, d'abord, première idée, c'est qu'il y a eu plusieurs domestications des chevaux. C'est la même chose dont on est en train de se rendre compte pour beaucoup d'animaux, le chat, le chien, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs foyers de domestication. Et le premier foyer de domestication aurait eu lieu en Asie centrale, dans la culture Botaï, dont on ne connaît pas grand-chose, il y a à peu près 4000 ans avant Jésus-Christ. Et ces premiers chevaux domestiqués ont disparu, ils se sont réensauvagés. Et vous avez l'ancêtre, plutôt pas l'ancêtre, le descendant du premier cheval domestiqué, c'est Cheval de Przewalski. Contrairement à ce qu'on a longtemps cru, ou du moins ces dernières décennies, on faisait du cheval de Przewalski le dernier descendant des chevaux sauvages. C'est en fait, la génétique l'a montré, le cheval réensauvagé descendant des premiers chevaux domestiqués. Donc là, vous voyez que l'histoire est très complexe parce qu'en fait, il y a eu sans arrêt des phénomènes de domestication, réensauvagement. L'exemple le plus connu, c'est celui des chevaux des conquistadors espagnols qui qui ont été lâchés, qui se sont réensauvagés en Amérique centrale et en Amérique du Nord, devenus les Mustangs et qui ont été redomestiqués par les Indiens. Alors on vient tout récemment de résoudre l'origine de la domestication de nos chevaux domestiques. Tous nos chevaux domestiques sortiraient en fait à peu près du Caucase actuel vers à peu près 3000 ans avant Jésus-Christ. L'article vient de sortir là, cet automne dans la revue Nature et c'est aussi des généticiens qui ont pu montrer cela. Et donc ce foyer, à partir de ce foyer du Caucase, eh bien, tous les chevaux domestiqués ont essaimé en Europe et c'est la branche qui est devenue la branche dominante. Alors ces chevaux domestiqués, pourquoi s'en servait-on? Sans doute pour du lait, sans doute aussi pour de la monte. Il semble qu'au Caucase, on l'a domestiqué pour pouvoir le monter, mais très vite, on va voir apparaître une utilisation tout à fait particulière qui est celle du char. Et là aussi, les premières mentions de char de guerre ou char de voyage, apparaissent dans le Caucase. Les premiers restes sont dans le Caucase, et puis ensuite, ça a diffusé jusqu'en Égypte, jusqu'en Chine. Et vous avez là un exemple d'illustration assyrienne de ces chars qui ont dominé pendant à peu près 2000 ans, qui ont dominé la guerre. Et alors là, vous avez une scène de chasse, vous voyez, mais ça peut être des scènes de guerre ou simplement des, des, du voyage. Alors, ces chevaux ont longtemps un statut exceptionnel, hein. Tout le monde n'a pas des chevaux, ça coûte très cher, et on va en faire très vite des compagnons du divin. Et vous avez par exemple sur cette image d'amphore grec, hein, vous avez l'exemple d'un dieu grec promené sur son char par des chevaux. Poséidon avait, par exemple, le dieu de la mer avait un attelage de chevaux marins. Et ces chevaux, vous voyez, sont blancs. Hein, c'est la couleur blanche, la couleur des dieux. Et évidemment, ça montre à quel point ces chevaux ont un statut tout à fait exceptionnel. Et ça va permettre la constitution au Moyen Âge de la chevalerie européenne. Alors la chevalerie européenne se constitue avec le développement des étriers, de la selle d'arçon, qui se diffuse à partir du 10e, 11e siècle à peu près en Europe, qui permettent d'avoir une stabilité beaucoup plus forte sur le cheval et qui permettent donc
d'avoir la naissance de cette chevalerie avec un armement très lourd, des lances, des épées, l'armure, et souvent les chevaux eux-mêmes étaient cuirassés. Alors vous voyez là aussi que le cheval devient un élément majeur de la distinction sociale. Hein. Ça ne date pas que du Moyen Âge, mais c'est aussi le cas au Moyen Âge. Et cette chevalerie européenne donne naissance ensuite à l'aristocratie européenne. Hein. C'est-à-dire c'est vraiment un groupe social qui se met à part parce qu'il a des chevaux et qu'il s'en sert pour la guerre. Et les soldats qui n'ont pas les moyens, les hommes d'armes qui n'ont pas les moyens d'avoir des chevaux, eh bien, vont devenir des fantassins, vont devenir de la piétaille, comme on dit à l'époque, et vont basculer dans un autre groupe social. Donc là, il y a un rôle extrêmement important. Alors, parallèlement, le cheval devient un compagnon. On peut dire qu'en Occident, le cheval est très vite un compagnon. On le voit déjà dans l'Empire romain. C'est ce qui fait que l'Empire romain va imposer de ne pas manger le cheval. La non-consommation du cheval est imposée par Rome dans l'Empire romain, alors que les Gaulois ou ensuite les Germains consommaient très facilement des chevaux ou des chiens, par exemple. Et les Romains imposent la non-consommation du cheval et du chien, et cette non-consommation va être reprise par le christianisme. Alors, paradoxalement, elle est reprise par le christianisme parce que le cheval et le chien, dans un premier temps, sont vus comme des animaux impurs. Il y a beaucoup de versets très péjoratifs concernant les chiens dans l'Ancien Testament. Et puis, le cheval, dans un premier temps, va être vu comme la monture des oppresseurs, la monture des Romains, des soldats romains. Et alors que le Christ, lui, est arrivé à Jérusalem sur un âne. Et donc, pendant les premiers siècles du christianisme, le cheval n'a pas très bonne presse. Et en fait, c'est l'aristocratie qui lui redonne un rôle privilégié et qui en fait un véritable compagnon. On peut dire que c'est le premier animal de compagnie ou le premier animal compagnon au Moyen-Âge dans l'aristocratie. On en parle énormément. Tous les romans du Moyen-Âge, notamment les Lancelot, le chevalier à la charrette, etc., évoquent énormément le compagnonnage entre les guerriers, les nobles et leurs chevaux. Alors, ce qui va aussi développer ce compagnonnage, c'est le développement de la chasse et notamment le développement de la fauconnerie, qui était pratiquée aussi par les dames. Et vous voyez que là, sur cette image, vous avez les 3 animaux favoris de l'aristocratie jusqu'au XIVe, XVe siècle, le cheval, le faucon et puis le chien de chasse. Alors, ce compagnon privilégié fait que, évidemment, on lui donne un statut tout à fait à part et il est relativement bien nourri dans les conditions de l'époque, il est relativement bien soigné dans les conditions là aussi que l'on peut avoir, c'est-à-dire que la médecine est quand même relativement limitée, mais tout de même, c'est le premier animal au niveau de statut. Et ça devient un véritable symbole du pouvoir. Alors, on l'a vu dès l'Antiquité grecque, mais pour l'Occident, voilà une image évidente de Louis XIV à cheval. On retrouve la couleur blanche. Les chevaux blancs sont réservés aux puissants à l'époque, aux princes. Et évidemment, couleur divine qui s'oppose au noir, couleur maléfique dans le christianisme. Et là, Louis XIV, évidemment, en chef d'armée, qui conduit ses troupes et qui incarne là totalement le pouvoir avec ce cheval d'exception. Ça fait penser aussi, cette image fait penser aussi à Alexandre le Grand avec Bucéphale. On a cette même lecture politique, symbolique de l'usage du cheval. Alors, il n'y a pas que des nobles ou des puissants qui ont des chevaux. Les chevaux sont longtemps rares, mais il y a quand même une utilisation profane. Dès l'Antiquité,
on peut utiliser le cheval, par exemple, dans les exploitations rurales. Il est relativement minoritaire. On préfère très longtemps le bœuf ou la vache polyvalente. La vache qui fait un peu de tout, qui tire la charrette, qui tire l'arrière ou ensuite la charrue, qui donne un veau de temps en temps, un peu de lait, etc. Le cheval va se développer petit à petit, va être développé petit à petit, notamment au Moyen Âge, dans le bassin parisien, à partir des 11e, 12e siècles. C'est le développement de la charrue, la charrue qui est d'époque gauloise, mais qui se développe particulièrement à partir du Moyen Âge, va permettre en France du Nord, dans le bassin parisien, là où les terres sont plates, profondes, et relativement faciles à utiliser, on va pouvoir développer les attelages de chevaux. Mais dans beaucoup d'autres régions françaises et en Europe, ce sont les bœufs, les vaches qui vont rester jusqu'au 19e siècle. Alors, il y a petit à petit une extension de cette utilisation rurale et on peut dire que l'apogée se situe entre la seconde moitié du XVIIIe siècle et la première moitié du XIXe siècle. C'est la période où l'on aura le plus de chevaux dans les campagnes, où l'on s'équipe de plus en plus, et le cheval, là aussi, devient un moyen de distinction sociale entre paysans. Il y a ceux qui ont des chevaux et ceux qui n'en ont pas. Et puis après, la distinction sociale peut se faire entre celui qui en a un, celui qui en a deux, celui qui en a trois, évidemment. Et le fait intéressant, c'est qu'on voit que les gens, à cette époque-là, s'équipent alors qu'ils n'ont pas forcément les moyens et que l'attelage n'est pas forcément rentable, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément la superficie des terres rentable pour avoir, par exemple, 2 chevaux, comme sur cette image. Mais comme c'est une distinction sociale, eh bien, on s'équipe quand même. Et je vous ai mis cette image qui est intéressante parce que vous voyez le cheval qui a baissé la tête, son collier d'épaule a glissé, et on le voit bien sur le deuxième cheval ici, le collier d'épaule est beaucoup plus large que le cou du cheval. Et en fait, ça montre que ce n'est pas un collier neuf, c'est un collier d'occasion. Ce sont des colliers d'occasion que cette personne a achetés, mais qui ne sont pas bien adaptés au cheval. Alors que normalement, pour avoir toute la puissance d'un cheval, il faut un collier d'épaule sur mesure. Ben, tout le monde n'en a pas, n'a pas les moyens. Et là, c'est le cas. Alors évidemment, là, les chevaux perdent de la puissance, sans parler du fait que le cheval, par exemple, comme là, qui baisse la tête, eh bien, le collier d'épaule lui glisse le long du cou, râpe les poils, la peau, et ça n'est évidemment pas très bon. Mais ça montre, hein, c'est un peu comme le tracteur à partir des années 50, toute la paysannerie s'équipe en tracteur parce que ça fait moderne. Eh bien, au 18e, 19e siècle, on va s'équiper en chevaux parce que ça fait moderne. Alors évidemment, les paysans qui ont suffisamment de terre, suffisamment de moyens, les autres en restent à la vache ou au bœuf. Et puis on voit se développer d'autres activités. Alors une activité ancienne, mais qui se développe beaucoup au 18e, 19e siècle, c'est la batellerie. Alors ancienne parce que on utilise les fleuves depuis longtemps. Là, vous avez un très beau tableau qui montre la remontée du Rhône par des barges, donc tirées par, vous voyez, les attelages sont extrêmement importants. Et la batellerie est sans doute le travail le plus usant pour les chevaux. Un cheval de batellerie est usé au bout de 3-4 ans. Donc, il y a une rotation énorme parce qu'évidemment, il faut remonter le courant. L'utilisation va être développée au 18e, 19e siècle parce qu'on crée quantité de canaux. Et ces canaux ont l'intérêt, évidemment, à l'époque, il n'y a encore pas le chemin de fer, ont l'intérêt de permettre de voyager plus vite, de transporter les marchandises plus vite, mais avec un travail qui reste très important pour les chevaux. Développement aussi des transports urbains et des transports extérieurs, d'ailleurs, entre villes. On a de premiers essais dans la seconde moitié du XVIIe siècle et ça se développe vraiment au début du XIXe siècle. Vous avez cet exemple à Paris, premier tramway à cheval
avec des lignes fixes régulières, un prix fixe et des stations. Alors, c'est un travail qui va énormément se développer pour les chevaux dans les villes occidentales et notamment les villes françaises. C'est un travail aussi très pénible parce que non seulement l'attelage peut être lourd, mais surtout, il faut qu'à chaque fois, les chevaux démarrent, c'est un effort très important, puis trottent, puis freinent au prochain arrêt et redémarrent, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est un travail épuisant et pour lesquels il faut des chevaux très adaptés. C'est ce qui fait qu'à partir du 19e siècle, on va créer quantité de races de chevaux dont les emplois sont très spécifiques. Le cheval breton, par exemple, va être utilisé dans les mines, le percheron utilisé, par exemple, pour le transport de la marée, etc., etc. On multiplie les races avec des caractéristiques différentes pour mieux répondre à ces usages. Alors l'autre nouveauté, évidemment, c'est l'industrie, et notamment l'industrie minière. C'est alors là la grande nouveauté du 19e siècle. Pardon. On descend les chevaux dans les mines à partir des années 1827, 1840, pour remplacer les humains, les pousseurs, parce qu'on s'aperçoit évidemment qu'un cheval fait un travail, peut remplacer facilement 4-5 pousseurs, qu'il n'est pas payé et qu'il ne fait pas grève. Ce qui est faux d'ailleurs, parce qu'un cheval peut faire grève. Mais donc on va descendre les chevaux. Voilà un exemple. C'est une expérience très traumatisante pour les chevaux. Dès qu'ils se retrouvent un peu en l'air, ils sont perdus. Et on les descend donc par ces puits de mine, avec donc un stress très important qui fait qu'au bout d'un moment, on va comprendre ce stress et vous voyez, on va mettre des masques sur les chevaux. Vous avez une très belle description de cette descente dans le Germinal de Zola. Zola était allé visiter les mines du Nord, il avait bien vu ce qui se passait, et ensuite ces chevaux donc sont utilisés pour tirer des wagons dans les mines, et ils sont, on peut dire, à la base de la révolution industrielle du 19e siècle, puisque le charbon, c'est le pétrole de l'époque, et qu'ils sont devenus indispensables pour tirer ces wagons. Avec un gros problème pour les industries minières, toujours, c'est celui de trouver les bons conducteurs, ceux qui ont une empathie avec les chevaux, qui les comprennent bien. Et déjà à l'époque, on remarque qu'un cheval bien traité travaille, alors que nous disent les vétérinaires qui travaillent dans les mines, un cheval qui refuse de travailler, et donc un cheval peut faire grève, un cheval qui refuse de travailler, c'est le signe qu'il a été battu. Alors pourquoi battu? Eh bien parce que la vulgarisation des chevaux, leur nombre explose au 19e siècle, et plus leur nombre explose, plus leur prix diminue, donc plus leur diffusion s'agrandit. Cette diffusion passe par une vulgarisation mal maîtrisée, c'est-à-dire que beaucoup de gens se retrouvent avec des chevaux sans trop savoir s'en servir. Alors je vous ai mis cette affiche amusante, mais on a plein de cas d'accidents, d'emballement de chevaux, parce que les gens les connaissent relativement mal. Ils ne cherchent même pas trop à les utiliser, à les connaître, ce qui fait que très souvent on les utilise mal. On peut par exemple utiliser pour la selle des chevaux qui sont plutôt faits pour le trait et inversement. Et puis surtout, on les comprend mal et donc on va utiliser très souvent la violence pour se faire obéir. Et on voit une explosion de la violence au 19e siècle. On a quantité de témoignages qui montrent cette explosion de la violence, quantité de témoignages sur la violence. Alors à la fois, ces témoignages sont plus nombreux parce que les écrivains, c'est-à-dire souvent issus de la bourgeoisie, de l'aristocratie, deviennent de plus en plus sensibles à la souffrance animale. Et 1845, c'est la fondation de la SPA, la Société protectrice des animaux, fondée avant tout pour protéger les chevaux dans les villes. Et 1850, c'est la première loi de protection des animaux, là aussi, avec pour but premier
de protéger les chevaux urbains contre les violences. Donc il y a à la fois une émotion, une sensibilité grandissante dans ce public. On le voit bien sur l'affiche, ce public, il est montré là en arrière-plan, un public plutôt d'origine bourgeoise ou aristocratique. Mais en même temps, il y a aussi un développement de la violence parce que beaucoup de conducteurs ne savent pas ou ne veulent pas comprendre les animaux. Et par contre, ils comprennent très bien les endroits où ça fait mal et les textes montrent bien qu'on sait très bien où taper, notamment dans le bas-ventre, pour que l'animal poursuive, travaille plus, aille plus vite. Alors, l'apogée de l'utilisation équine, c'est la fin du 19e siècle. Jamais on a eu autant de chevaux en Occident, jamais il a été autant vulgarisé pour des usages absolument multiples. Je vous en présenter quelques-uns, mais il y en a plein d'autres. Un seul exemple, les chevaux de fin de carrière dans les mines ou dans les exploitations rurales. Bien souvent, ces chevaux sont revendus, alors soit à la boucherie, parce qu'à partir de la seconde moitié du 19e siècle, on va développer l'hypophagie, et c'est poussé par la SPA qui pense qu'il vaut mieux que ces animaux soient vite tués, bien tués, plutôt qu'ils finissent dans une espèce d'agonie lente. Et un exemple d'agonie lente, c'est justement cet usage qu'on avait d'acheter des vieux chevaux, de les envoyer dans des marais pour nourrir les sangsues. Et les sangsues dont on faisait un usage énorme à l'époque en matière de médecine pour faire des saignées. Le malade, on lui mettait des sangsues sur le dos et les sangsues faisaient des saignées. On pensait que la saignée était un bon moyen pour guérir nombre de maladies. Donc il y avait quand même des usages multiples et des usages durs. En même temps, 19e siècle, on a des documents qui montrent que pour la première fois, dans certains groupes, même chez les paysans, on commence à penser à garder les chevaux jusqu'à leur mort. On commence à penser à une retraite des chevaux en récompense de leurs bons usages. Donc ça apparaît au 19e siècle, mais à l'époque, c'est très, très minoritaire. Et donc, l'exemple de l'apogée, le meilleur exemple de cet apogée de l'utilisation des chevaux, c'est la Première Guerre mondiale. Jamais on a utilisé autant de chevaux pour des usages multiples. La cavalerie, l'infanterie, les messages, les transports, etc., etc. Vous avez là, je vous ai mis 2 attelages de cavalerie et vous voyez que pour 2 attelages d'artillerie, pardon, et vous voyez que pour tirer des canons, il faut énormément de chevaux. Mais il en faut aussi énormément pour l'infanterie. Un régiment d'infanterie ne peut pas se déplacer, ne peut pas être utilisé sans nombre de chevaux qui sont là pour transporter la nourriture, les munitions, les vivres, les vêtements, etc., etc. Alors ces chevaux vont être beaucoup employés pour le combat, les T14, mais le nombre de morts au combat n'est pas énorme. Ce n'est pas la première cause de mortalité. La première cause de mortalité, ce sont les épidémies, parce qu'on ne s'occupe pas trop de ces chevaux, et puis les épuisements. Alors les épuisements vont continuer avec la guerre de tranchées, avec le fait qu'on parle beaucoup à l'époque du cheval moteur. Tout le 19e siècle s'est convaincu qu'il y avait, on appelle le cheval moteur, d'où l'utilisation ensuite pour les voitures de la 2 chevaux, de la 3 chevaux, de la 4 chevaux, etc. On parle du cheval moteur, ça vient de l'industrie, ça vient des ingénieurs, et on va se persuader finalement qu'il y a une énergie, une très forte énergie chez les chevaux. J'avais trouvé un texte de 1913 d'un club équin, un club équestre parisien, affirmant noir sur blanc que le cheval a une énergie inépuisable. C'est l'influence de cette vision du cheval moteur. Et le problème, effectivement, c'est que les chevaux vont toujours, les chevaux là, ce sont des mules, vont toujours jusqu'au bout de leur force. Et pendant la guerre, les textes le disent, un cheval
soit il y a deux cas pour qu'il arrête de travailler, il va s'arrêter de marcher, il est épuisé et on sait qu'il n'ira pas plus loin. Donc la seule solution, c'est de le détacher, le dételer, on le met sur un fossé et il va mourir sur place. Ou alors, il meurt dans les brancards, crise cardiaque, c'est le cas ici, hein, parce que ces chevaux ne donnent pas des signes suffisants d'épuisement. Ils vont jusqu'au bout et ils s'écroulent sur place. Alors, c'est l'apogée de l'utilisation équine, mais cet apogée va vite être remplacé par un déclin avec l'apparition de la motorisation. La motorisation que l'on voit par exemple en ville pour les tramways. À Paris en 1913, on ferme la dernière ligne de tramway. Et d'ailleurs, le journal L'Auto titre, lors de cette fermeture du journal dernière ligne de tramway, le journal L'Auto titre La fin de l'esclavage chevalin. Alors on pourrait penser, nous, c'est la fin de l'esclavage des chevaux, mais non, pour les gens de l'époque, c'est la fin de l'esclavage des hommes par les chevaux. Parce que les chevaux, il faut s'en occuper, ils peuvent tomber malades, ils ne travaillent pas 24 heures sur 24, contrairement à un moteur qui peut travailler sans cesse. Donc on va avoir déclin dans les villes, déclin dans l'industrie, dans les mines par exemple, et puis déclin dans les campagnes. Alors dans les campagnes, c'est après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 40-50, où il y a un remplacement par les tracteurs. Et puis déclin social aussi, l'aristocratie, la bourgeoisie qui avait fait du cheval un signe de distinction sociale, va se détourner du cheval au profit de l'automobile. Et ça va durer jusqu'aux années 50, 60, et quand l'automobile redevient, enfin se vulgarise, eh bien, l'aristocratie et la bourgeoisie vont revenir à la pratique équestre, comme signe de distinction. Bon, il n'empêche qu'il y a une très forte diffusion de la pratique équestre à partir de la seconde moitié du XXe siècle, avec une féminisation croissante qui va poser l'équitation d'une autre manière, qui va la regarder d'une autre manière. Ce nouveau public devient de plus en plus sensible au monde animal, au cheval, essaye de comprendre le cheval, contrairement à ce qu'on faisait souvent au XIXe siècle, et va se montrer attentif au bien-être animal. Et c'est comme cela que c'est devenu une question sociale, à la fois parce que la société change, et la société est de plus en plus sensible au sort des animaux, mais aussi parce qu'il y a un nouveau public qui ne considère pas le cheval de la même manière, qui ne veut pas le monter de la même manière, qui ne veut pas avoir les mêmes relations qu'autrefois, qui veut avoir des relations de collaboration, des relations plus proches, hein, plus affectives. Et ce changement est conforté par d'autres aspects, et je m'arrêterai là, d'autres aspects qui sont à la fois, je ne dirais pas la découverte, mais la preuve de la douleur et de la souffrance chez les animaux. Hein. C'est quelque chose jusqu'aux années 90, évidemment, certains disaient, mais les animaux souffrent, et d'autres disaient, ce n'est pas vrai. Hein, dans Mort dans l'après-midi, Hemingway, qui écrit ce livre et qui est un manuel de tauromachie, Hemingway soutient qu'un taureau estoqué a moins mal qu'un homme qui se fait une entorse. Et des gens comme Hemingway et Picasso, par exemple, soutiennent que le cheval qui n'était pas protégé jusqu'aux années 20-30 en corrida, qui était encorné par les taureaux, ce cheval-là ne souffre pas beaucoup. Et en fait, il n'y avait aucune preuve. Et il faut attendre les années 90 pour qu'on puisse mesurer la douleur par les taux de substances sécrétées par l'organisme. Un organisme qui a de la douleur, qui connaît une douleur, va sécréter des substances et il suffit de mesurer ce taux. Donc le débat est fini, il est clos. Et d'ailleurs, on démontre maintenant que les poissons, les mollusques, etc., connaissent la douleur, donc il n'y a pas que les mammifères. On a découvert aussi la souffrance psychologique, hein,
Et puis enfin, depuis une trentaine d'années, l'éthologie cognitive, et c'est pour ça que je vous ai mis ce livre en illustration, l'éthologie cognitive découvre ou redécouvre quantité de capacités des chevaux. Par exemple, la capacité, la très bonne capacité de discriminer les visages humains, c'est-à-dire de bien les distinguer et de bien les reconnaître. Et évidemment, cette attribution de capacité intellectuelle, émotionnelle, etc., cette attribution de douleur, de souffrance, amplifie au niveau social la nécessité de regarder ces chevaux d'une autre manière, de sortir de l'idée du cheval moteur, du cheval machine, etc., que s'était imposé au XIXe siècle, et de travailler plutôt en collaboration plutôt qu'en domination. Voilà, je vous remercie de votre attention. Oui.